18h-19h sur CNews et Europe 1, Punchline. 18h38, on est de retour en direct sur CNews et sur Europe 1 avec notre invité exceptionnel ce soir, Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir à vous. Bonsoir et bonsoir à tous. Et tous nos voeux, évidemment. Vous êtes ancien Premier ministre. L'actualité est pressante. Nous sommes avec André Vallini et Rachel Kahn qui vont vous interroger avec moi. Actualité internationale pesante. À l'instant, on apprend, Jean-Pierre Raffarin, que l'Iran est prêt à riposter de manière décisive à Israël et aux États-Unis si par ailleurs, si d'aventure une riposte militaire, enfin une action militaire était lancée par les États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que les États-Unis lancent des frappes contre l'Iran ? Je crois que c'est assez probable maintenant. Je pense que la violence est en train de dépasser les niveaux acceptables, même si la violence n'est jamais acceptable. La violence contre les manifestants, la répression, contre la c'est répression. Et donc, je crois qu'à un moment ou à un autre, les États-Unis vont être obligés d'intervenir. Et j'espère que l'Union européenne s'engagera un peu plus qu'elle ne s'engage actuellement. Vous la trouvez faible, mollassonne, l'Europe ? Je trouve qu'on n'a pas vraiment, je crois, compris l'enjeu qui est très important et que les États-Unis vont comprendre. Car de toute façon, les États-Unis et ce à quoi ils pensent, c'est à l'avenir de l'Iran. Ils veulent se positionner sur l'avenir de l'Iran. Ils considèrent que l'Iran changera de régime à un moment ou à un autre. Et donc, ils veulent aller en place pour quand les choses arriveront. Mais nous avons quand même une image en Iran, nous Européens, à plusieurs pays, qui est l'image de la démocratie, qui est l'image de la tolérance, qui est l'image du respect. Et je pense qu'il faut faire entendre cette voix. 3428 manifestants morts, a priori, selon certains bilans d'ONG. Il y a des bilans plus élevés. Sans doute des bilans plus élevés. On a du mal à vérifier, évidemment, parce que Internet est coupé. Elle est nécessaire, cette action militaire. Vous la réclamez ce soir, Jean-Pierre Raffarin ? Non, je ne réclame jamais d'action militaire, mais je réclame la fin de la répression. Mais je dis que si la répression continue, il va de soi qu'elle va à un moment, elle est inacceptable. Donc je ne sais pas à quel stade les Américains décideront que l'inacceptable est franchi. Mais on va y approcher sans doute, parce que je vois qu'il y a des gens qui annoncent 3500, d'autres qui annoncent 12 000. Quel que soit le chiffre, on est maintenant déjà dans l'horreur. Donc il y a un moment où les choses seront inacceptables. Mais que peut faire l'Union européenne ? Alors André Vallini vous disait pendant la coupure pub, mais que peut faire l'Union européenne ? Les Européens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, André Vallini ? Ils sont inexistants. Oui. Là, Donald Trump parle à Benjamin Netanyahou pour cette action. Oui, j'interrogeais Monsieur le Premier ministre sur la question de savoir comment l'Europe peut-elle agir au plan diplomatique, voire même militaire, stratégique en tout cas, de meilleure façon qu'elle ne le fait aujourd'hui. Pas forcément l'Union européenne, mais l'Europe en tant que continent, avec notamment les Anglais, les Allemands, les Polonais. Moi, je pense, chers collègues sénateurs, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui à l'Europe, c'est un leadership. Au fond, on voit bien que... Qu'est-ce que c'est que le leadership ? C'est l'incarnation d'une complexité. Et on a besoin que l'Europe soit incarnée. Et ce n'est pas Mme von der Leyen qui pourra porter ce dispositif. Pourquoi ? Parce qu'elle est issue de la fonction publique, elle n'est pas issue de la démocratie fondamentale et de la représentation des nations. Mais elle s'arroge ce droit. Elle s'arroge ce droit, et je pense qu'elle dépasse aujourd'hui ses responsabilités. Mais nous sommes aujourd'hui dans un monde où le droit avance, recule, et c'est la force qui avance. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes le seul continent où l'économie et la politique ne sont pas dans la même main. Le marché et la monnaie sont entre les mains de Bruxelles. La politique, les nations, sont dans les mains des différents pays. Le leadership, il ne peut venir que des nations. Donc, je pense qu'il faut trouver la voie du leadership. Il y a plusieurs chemins possibles. Il y a d'abord le franco-allemand, de se mettre d'accord sur le franco-allemand. On pourrait imaginer aujourd'hui un communiqué commun France-Allemagne sur l'Iran, par exemple. Tout comme on pourrait avoir une politique commune sur la Chine, ou tout comme on pourrait avoir une politique commune sur l'Afrique. Ça, c'est du franco-allemand. On pourrait aussi imaginer d'essayer de reconstruire une passerelle avec les Anglais. Car en fait, les Anglais, parce qu'il y a une menace de guerre, reviennent avec la préoccupation du continent et prennent leur distance avec les États-Unis. Sur la géopolitique, les Anglais sont toujours d'accord avec les Américains. Sur le continent, ils ont peur de la guerre avec la Russie, ils ont plus peur d'une certaine manière que nous. Et nos deux armées sont compatibles, travaillent bien ensemble. Les accords de Lancaster House sont une force. Et donc là, je crois qu'il y a quelque chose qui pourrait être bâti, un cercle. Et si les trois aujourd'hui prenaient la parole, les trois pèserait lourd et pourrait entraîner. On peut aussi revenir aux fondateurs de l'Europe. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à comment doter, dans ce monde où les régimes autoritaires font que le dictateur est un leader.
c'est pas le leadership que nous voulons des leaderships démocratiques, des leaderships d'harmonie, des leaderships de partage. Mais le dictateur est un leader. Et le leader, il incarne un pays. Et donc, M. Poutine, M. Xi Jinping, et d'une certaine manière, M. Trump... Vous mettez Trump dans la catégorie des dictateurs? Jean-Pierre Raffarin, il a été élu démocratiquement? Je ne le mets pas dans la catégorie des dictateurs. Je dis qu'il a un certain nombre de comportements... autoritaires. Qui sont très autoritaires. Et je trouve qu'aujourd'hui, il fait partie des chefs d'État qui concentrent l'expression du pays complètement. Son attitude incroyable, qui pour moi est assez inacceptable, qui est de signer des décrets tous les jours et à haute dose, pour faire croire que c'est lui qui décide de tout. Dans un pays où il y a un parlement, où c'est pas parce que le président a signé que le texte... Et d'ailleurs, on voit que la justice revient sur un certain nombre de décisions. Sur le droit de douane, notamment. Voilà, sur les droits de douane notamment. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, la démocratie américaine est bafouée par M. Trump. C'est mon avis. Et je pense que l'Europe doit avoir un leadership, et sans doute que les grands pays, et notamment France-Allemagne, doivent réfléchir à ça pour essayer de construire une prise de parole commune. Il y a des midterms bientôt aux États-Unis. On verra si la démocratie, comme vous le dites, est bafouée par Donald Trump ou si, au contraire, les électeurs valident sa politique. Rachel Kahn, une question à Jean-Pierre Raffarin. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps, et presque comme un slogan, le droit international. Quel regard vous portez sur ce droit international? Est-ce qu'il n'est pas devenu caduc, selon vous? Je crois qu'il est devenu caduc. Je pense que le droit international, ce sont les règles qui viennent des organisations internationales. Nos organisations internationales sont paralysées. L'ONU est bloquée par le droit de veto au Conseil de sécurité. L'OMC est bloqué par les Américains qui ne nomment pas leurs arbitres pour procéder aux différents arbitrages nécessaires. Et on voit que les États-Unis se retirent de l'UNESCO. Tout ce qui est la machine internationale née de la Seconde Guerre mondiale, qui devait produire le droit, est aujourd'hui complètement bloqué et paralysé. Et auquel cas, naturellement, dans ce contexte, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est les forces et c'est les leaders individuels qui se poussent les uns les autres. Mais ce que je trouve dangereux, c'est que ces questions de régime autoritaire, ils évoluent tous de la même manière, c'est-à-dire qu'ils évoluent vers la dictature. On a rarement vu le chemin inverse, c'est-à-dire un dictateur qui devient démocrate. En revanche, on voit Moi, j'ai vu Poutine évoluer. Avec Jacques Chirac, nous avions des relations avec Poutine qui étaient des relations relativement apaisées. Pareil pour la Chine ou pas? Eh bien, je pense aussi que le régime est de plus en plus autoritaire. C'est une dictature. Et donc, dans ces logiques-là de dérive autoritaire, il faut qu'on soit très, très inquiétant, parce que je vois, par exemple, que la Chine, qui était assez ouverte pendant un certain temps, qui a été dans la direction de l'ouverture, aujourd'hui, elle défend son client et son fournisseur important, qui est l'Iran. Donc on les voit aujourd'hui, ces pays autoritaires, être de plus en plus séducteurs, y compris vis-à-vis des démocraties. On a vu M. Lula aller le 9 mai à Moscou avec M. Poutine, et M. Modi, le Premier ministre d'Inde, aller avec M. Xi Jinping à Shanghai. Donc ceux qui sont nos grandes démocraties, ils sont en train d'être gagnés un peu par les régimes autoritaires. Et ça, c'est parce qu'on n'a plus d'organisation internationale crédible. Donc c'est vrai, le droit recule aujourd'hui, et nous sommes dans une situation très préoccupante, parce que c'est la force qui avance. Un tout petit mot du Groenland, parce que Donald Trump réitère qu'il veut acquérir à tout prix ce territoire. Ça nous concerne évidemment, parce qu'il s'agit de personnes qui ont des passeports danois. On va juste écouter ce qu'on a dit Sébastien Lecornu. Il dit qu'il ne faut pas sous-estimer ce que dit Donald Trump. On écoute le Premier ministre. Il est clair que les intentions de l'administration Trump sont sérieuses et qu'elles doivent désormais être prises très au sérieux, et que nous ne devons absolument pas sous-estimer la parole du président américain. Pour être très clair, au-delà des mots, cela positionne aussi évidemment la diplomatie française dans une pleine solidarité avec le Danemark et les autorités légitimes du Groenland, et que pour rien au monde nous voulons voir la remise en cause de la souveraineté des autres territoires, car nous n'accepterions absolument pas la remise en question de la souveraineté française sur nos propres territoires. Vous envisagez, Jean-Pierre Raffarin, un affrontement entre alliés de l'OTAN sur le Groenland, ou est-ce que pas du tout? Je pense que ce sera évité, mais je pense que ce sera quand même difficile, que la tentation est assez forte. Mais ce que je remarque, c'est que ces grandes puissances, aujourd'hui, elles cherchent à nous diviser. Et c'est vrai que sur l'opinion publique européenne, beaucoup de gens vont dire
on va quand même pas faire la guerre mondiale pour le Groenland, qui est loin de chez nous, qui est tout ça. Donc il va y avoir ceux qui vont tenter de se coucher, et puis il y a ceux qui vont résister, comme nous, comme la politique de la France, qui est de dire, au fond, c'est l'Europe qui est attaquée, c'est le Groenland, d'accord, c'est loin, d'accord, mais c'est l'Europe, et c'est l'Europe qui est attaquée. Et si on accepte ça, on acceptera le pire. Donc il faut naturellement résister. J'approuve la décision de la diplomatie française de mettre un consulat, de renforcer la présence pour bien montrer... C'est de la gesticulation, Jean-Pierre Raffarin. Non, c'est un signe politique important. Que des diplomates soient sur le terrain là-bas, c'est quelque chose d'important, qu'on ne peut pas ignorer la présence de diplomates dans la défense des droits. Et donc ça, je pense que c'est quand même important. Bien sûr, c'est pas une action militaire, mais il faut envoyer des signes de notre détermination. C'est un bon signe de détermination. Un petit mot de la politique nationale, peut-être, André Vallini. Est-ce qui se passe au Parlement ? Nos députés font des ronds dans l'eau avec des motions de censure, alors que le monde est à feu et à sang. Non, la question maintenant est de savoir si le gouvernement va avoir recours aux ordonnances ou au 49.3, parce qu'il faut bien qu'on ait un budget. Et il n'y a que deux solutions, hein, l'une ou l'autre. Qu'est-ce que vous préconisez, Jean-Pierre Raffarin ? Moi, j'ai toujours préconisé le 49.3. Je ne comprends pas pourquoi on se prive d'un outil constitutionnel. Oui. Le 49.3, il est fait pour ça, et donc il est fait. Et quand on dit que c'est une démonstration de force, c'est pas forcément une démonstration de force, parce qu'il suffit de faire une motion de censure, et s'il y a une majorité, on renverse le gouvernement. Et quand le gouvernement fait le 49.3, il sait qu'il s'expose à la motion de censure, et s'il y a une majorité contre le 49.3, qu'elle s'exprime par la motion de censure, et on change de gouvernement. Donc, tant qu'il n'y a pas de motion de censure votée, le gouvernement peut avancer. Donc il faut avoir le budget, et c'est le 49.3 qui est quand même la formule la plus acceptable, parce que c'est une formule constitutionnelle. D'accord. Rachel Kahn, une question à Jean-Pierre Raffarin. Non, parce que j'adore vous écouter, en fait, et je trouve qu'il manque tellement d'incarnation, justement, politique aujourd'hui. J'aurais adoré que vous puissiez vous représenter à la prochaine élection présidentielle. Bon, ça, c'est une déclaration. Mais non, mais c'est vrai, c'est agréable de vous écouter, d'avoir une ligne, une vision, vous avez un langage, etc. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'Assemblée nationale, est-ce que ça vous fait pas mal au cœur, tout simplement ? Ça me fait mal au cœur, en effet, parce que, au fond, Emmanuel Macron, il avait promis quelque chose qu'il a fait, c'est-à-dire de renouveler la vie politique française. Et donc, il a mis une catégorie de gens complètement nouvelle au pouvoir, dans les assemblées. Si on fait le bilan 5 ans après, aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt un échec. Car, au fond, on ne peut pas dire que le Parlement soit plus dense, plus compétent, plus renouvelé, plus créatif, plus généreux que les précédents. Donc moi, je crois vraiment qu'il y a une stupidité qui est faite, qui est de priver le maire, qui est celui qui connaît les bonheurs des Français et les malheurs des Français. Double mandat. Et de revenir fabriquer la loi. Interdire au maire d'être le fabricant de la loi, le cumul des mandats, c'était l'enracinement des élus. Et donc, qu'on plafonne les rémunérations, qu'on trouve un certain nombre de choses, je suis d'accord sur tout ça, mais de se dire que l'élu, qui a l'épaisseur de la société, qui sait ce que c'est qu'un malheur, qui a été apprendre à des parents qu'un enfant avait eu un accident la nuit, qui a fait ça, eh bien c'est quelqu'un qui a de la gravité au fond de lui-même. Même s'il a fait les mariages, même s'il a fait des arbres de Noël, même s'il partage les joies aussi, il y a de la gravité dans la responsabilité locale. Et il nous faut de la gravité au niveau de l'État. Donc des gens qui ont une épaisseur. Vous savez, quand vous arrivez Premier ministre, ça vous change, hein. Moi, je suis arrivé, je suis allé accueillir les gens qui avaient été en Inde victimes d'un attentat. J'ai accueilli des corps, j'ai accueilli des pères malades. Dès le début, vous prenez le poids de la gravité. Vous vous rendez compte que la politique, c'est pas de la communication, hein. Il y a une part de communication, bien sûr, mais au total, c'est quand même de la gravité. Et là, on est en situation internationale extrêmement grave, et personne ne parle de la gravité de la situation. Mais personne ne parle non plus des bouleversements essentiels. Pensons, je sais que ça vous intéresse, mais qu'est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, va changer dans l'éducation ? L'éducation, c'était souvent un exercice de mémoire. Il fallait apprendre les fables de La Fontaine. Aujourd'hui, la culture va être accessible. Oui. Mais il faut quand même avoir de la culture pour avoir du discernement, pour choisir. Donc comment on va enseigner demain avec l'IA ? Comment on va faire en sorte que les enfants participent à cette technologie et en profitent ? Grand débat. Hein, mais c'est quand même c'est un travail. Mais est-ce que quelqu'un en parle ? Et à travers ce prisme-là, Jean-Pierre Raffarin, que dites-vous à nos agriculteurs ? Parce que là, on parle du nouveau monde. Est-ce que eux, c'est l'ancien monde ? Est-ce qu'ils sont condamnés, nos agriculteurs ? Ils sont en colère. Ils ont l'impression de les sacrifier sur l'autel de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir ? Ils sont encore sur les barrages, ils manifestent. Bon, moi, je comprends toutes les inquiétudes et les douleurs des agriculteurs, et je pense notamment aux éleveurs.
parce que ce sont surtout eux qui sont aujourd'hui en première ligne des difficultés. D'abord parce que c'est des gens qui travaillent toute l'année. Ils n'ont pas de dimanche, ils n'ont pas de 35 heures, et donc ils ont un travail, puis un travail très difficile, parce que non seulement il y a ce lien affectif avec les bêtes, mais en plus il y a toutes ces procédures administratives qui leur prennent un temps fou. Donc c'est vraiment des gens qui sont secoués. Sur le Mercosur, je pense que il faut vraiment, ou on prend le Mercosur et on fait un plan élevage, ou on ne prend pas le Mercosur, on se débrouille, mais prendre le Mercosur ça à côté, on n'a pas le choix. Soutenir l'élevage, il faut engager aujourd'hui un plan élevage pour venir en soutien aux éleveurs, parce que on est dans une situation, vous savez, moi je suis un promeneur à pied en montagne l'été, c'est très clair, là où il n'y a plus de vaches, c'est de la jachère qui vient, c'est des buissons qui viennent. Et donc, on est en train d'abîmer toute notre nature quand il n'y a plus d'élevage, quand il n'y a plus de vaches qui viennent pour nettoyer un peu les territoires. Donc on les subventionne, on va subventionner les éleveurs. Moi, je pense qu'il faut les aider, mais notamment en allégeant une foule de contraintes, en leur donnant un moratoire sur un certain nombre de contraintes pour les libérer un peu de leur travail. Et donc, il faut les aider. Et ça, je pense que c'est une responsabilité nationale. Il en va d'une population, mais il en va aussi des hectares et de territoires. Et de notre souveraineté peut-être aussi alimentaire, c'est pas un gros mot. Et puis de montrer à l'Europe aussi qu'on sait résister à un certain nombre de positions. Et donc je pense qu'il nous faut obtenir de l'Union européenne l'autorisation que la France puisse engager un plan ciblé sur l'élevage, parce que c'est quand même l'élevage la principale victime du Mercosur. Mais je vous ai déjà dit une fois, avec Jacques Chirac, on aurait eu un accord sur le Mercosur, je pense, parce avec Chirac, il nous donnait toujours comme instruction aller aux réunions européennes avec un accord franco-allemand. Aujourd'hui, il y a deux dossiers. Un dossier Mercosur, évidemment. La France est contre, l'Allemagne est pour. Un dossier taxe sur le véhicule chinois. L'Allemagne est contre, la France est pour. Chirac aurait dit, avec Schröder, Mercosur, c'est l'agriculture, c'est la France, l'Allemagne s'aligne sur la France. L'automobile, c'est l'Allemagne, et la France s'aligne sur l'Allemagne, sur l'automobile. Et là, il n'y a pas ça. Et c'est ça le vrai Parce qu'il n'y a pas de leader en Europe. C'est ça la vraie négociation, c'est ça la vraie coalition. La coalition, c'est pas ajouter des trophées, c'est partager. Se dire, je te prends ça, mais tu me donnes ça et tout ça, et on trouve un deal de partage. Merci Jean-Pierre Raffarin d'être venu ce soir dans Punchline, sur CNews et sur Europe.